Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale Python, base et exemple pratique. Ici, on ne va pas tout faire, on ne va pas tout compliquer, mais on va voir les instructions et les concepts essentiels pour bien comprendre comment fonctionne Python. On va passer en revue la déclaration des variables, l'affectation, les instructions d'écriture et de lecture, les expressions arithmétiques, les conditions, les boucles, les fonctions et bien sûr les principales structures de données, liste, tableau, dictionnaire, ensemble, fil, pile et matrice de D. Mais attention, cette vidéo n'est pas encore pour les exercices intensifs. On va travailler avec quelques exemples simples, juste pour bien comprendre les bases et être prête à passer à la pratique. L'objectif, c'est que tout devienne clair et fluide pour que dans la prochaine vidéo, vous puissiez appliquer facilement ce que vous aurez appris ici. Alors préparez-vous à découvrir Python étape par étape avec des exemples. Python, c'est un langage de programmation interprété. Elle est à la fois simple, puissant et très populaire dans le monde entier. C'est un langage qui peut être appris facilement et utilisé dans presque tous les domaines de l'informatique. Parmi ses caractéristiques, la simplicité de Python vient de sa syntaxe claire et facile à comprendre même pour les débutants. Python est lisible, son code ressemble beaucoup au langage naturel, ce qui le rend compréhensible même sans être expert. Il existe des milliers de bibliothèques et modules en Python qui permettent de faire presque tout sans tout coder soi-même. Python est portable. Un programme écrit en Python peut être exécuté sur Windows, Linux ou Mac OS sans modification. Python est orienté objet, ce qui permet d'organiser le code en classes et objets pour créer des programmes plus structurés. Python a une très grande communauté, cela signifie beaucoup de documentation, de tutoriels et d'aides en ligne. Parmi ses utilisations, le développement web. Python est utilisé dans le développement web grâce à des frameworks comme Django et Flask qui permettent de créer des sites et applications web puissantes. L'intelligence artificielle, elle est aussi utilisée dans l'intelligence artificielle et la machine learning. Python est le langage préféré des data scientists pour analyser des données, créer des visualisations et faire des prédictions. L'automatisation, Python permet aussi d'automatiser des tâches répétitives comme l'envoi d'emails, le traitement de fichiers ou même le contrôle des machines. Les jeux vidéo, on peut aussi créer des jeux vidéo avec Python en utilisant des bibliothèques comme Pygame. Python a encore d'innombrables autres utilisations, c'est ce qui le rend aussi puissant et populaire. Nous avons déjà vu que la variable, c'est comme une boîte dans laquelle on peut stocker une valeur et déclarer une variable, c'est donner un nom à cette boîte et éventuellement mettre une valeur dedans. Donc, pour déclarer variable en Python, c'est très simple. La syntaxe est le nom de variable égale valeur. Ici, pas de point-virgule comme dans d'autres langages. On applique cette syntaxe dans cet exemple. X égale 10, le nom égale Ahmed entre les deux guillemets puisque c'est une chaîne de caractères. Pi égale 3,14. Donc, le X contient la valeur 10 qui est un entier, le nom contient la valeur Ahmed qui est une chaîne de caractères et pi contient la valeur 3,14 qui est un nombre réel. Nous avons vu comment déclarer une variable avec une valeur, mais parfois il arrive qu'on ne connaisse pas encore la valeur de la variable au moment de la déclaration. Par exemple, dans certains exercices, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre pour ensuite calculer une somme. Dans ce cas, la valeur de la variable dépend de ce que l'utilisateur va saisir. Ça peut être 100, 3, 0 ou n'importe quel autre nombre. C'est pour cette raison qu'on parle aussi de la déclaration de variable sans valeur, c'est-à-dire une variable qui est vide au départ. Pour déclarer une variable sans lui donner une valeur directement, dans ce cas, on lui met none, ce qui veut dire vide ou pas encore défini. En algorithmique, on peut effectivement écrire juste variable âge pour dire qu'on déclare une variable sans valeur. Mais en Python, ce n'est pas possible d'écrire uniquement âge car ça ne veut rien dire pour l'interpréteur. Python va donner une erreur. En Python, si tu veux déclarer une variable sans valeur, tu dois au moins lui donner quelque chose. La convention est d'utiliser âge égale none. None veut dire pas encore de valeur. Passe à l'affectation, rappelons ce que veut dire ce terme.
L'affectation, c'est l'opération qui consiste à donner une valeur à une variable. Nous avons déjà vu cela dans la partie algorithmique. Quand on écrit x prend la valeur 5, on fait une affectation. En Python, l'affectation s'écrit avec le signe égal. Exemple, x égale 2, le nom égale Ahmed. Ici, la variable x reçoit la valeur 2 et la variable nom reçoit la chaîne de caractères Ahmed. Python permet d'affecter plusieurs variables en une seule ligne. C'est ce qu'on appelle l'affectation multiple. Par exemple, x, y égale 3, 5. Ici, x reçoit la valeur 3 et y reçoit la valeur 5. On peut même faire x égale y égale z égale 0. Ici, les trois variables x, y et z reçoivent toutes la même valeur 0. L'instruction d'écriture print sert à afficher des informations à l'écran. Nous avons déjà vu cette notion en algorithmique. C'est comme l'instruction afficher ou écrire qui permet de montrer le résultat d'un calcul ou le contenu d'une variable. On peut l'utiliser pour afficher uniquement deux textes comme print bienvenue dans Schematech. Affiche juste le texte bienvenue dans Schematech à l'écran. Ou bien pour afficher une valeur x égale 10, print x. Ici, affiche la valeur de la variable x qui est 10 à l'écran. Ou bien pour afficher un texte et une valeur, comme ici, x égale 10, print la valeur de x et x, qui permet d'afficher la valeur de x et comme un texte et le contenu de x qui est 10. Donc, le résultat sera la valeur de x est 10. Aussi, vous pouvez utiliser pour afficher des textes et valeurs à la fois. Cela permet d'afficher le nom Lina, âge 20. Il existe quelques points à connaître sur print. Séparateur personnalisé, on peut changer le séparateur par défaut qui est un espace avec sep. Comme print, Python, Java, sep égale, cela permet d'afficher Python, Java. Fin de ligne personnalisée. Par défaut, print ajoute un retour à la ligne à la fin. On peut le modifier avec end, qui permet d'afficher bonjour tout le monde sur une seule ligne. Cas spéciaux. Afficher une ligne vide. Tu peux utiliser juste print et un vide entre les deux parenthèses. Ou bien d'afficher des caractères spéciaux comme tabulation ou un saut de ligne. L'exemple 1, print bonjour avec un saut de ligne Python. Le caractère /n crée un saut de ligne. Donc le résultat affiché à l'écran, c'est bonjour dans une ligne, Python dans une autre ligne. Exemple 2, tabulation 1/t2/t3. Le caractère /t crée une tabulation, ce qui espace les éléments comme avec la touche tab du clavier. Résultat affiché à l'écran 1 espace 2 espace 3. Les nombres sont séparés par des espaces alignés simulant des colonnes. L'instruction input sert à lire une valeur entrée par l'utilisateur. La syntaxe de base est non variable égale input texte à afficher. Ici, le non variable est le nom que choisissez pour la variable. Le texte entre guillemets s'affiche à l'écran pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir. Tout ce que récupère input est considéré comme une chaîne de caractères de type string, même si l'utilisateur saisit un nombre. Donc pour récupérer d'autres types de valeurs, c'est-à-dire si vous voulez récupérer une valeur numérique, il faut convertir la chaîne en entier, int, ou en nombre à virgule, float. Pour un entier, on peut écrire âge égale int, input, entrez votre âge. Pour un nombre réel, on peut écrire par exemple taille égale float, input, entrez votre taille en mètres. Ainsi, âge sera de type int et taille sera de type float. Autre point à savoir, il existe quelques conseils pour utiliser input. Toujours donner une indication claire à l'utilisateur via le texte à afficher. Si vous voulez récupérer plusieurs valeurs en une seule ligne, vous pouvez utiliser la méthode split.
Par exemple, x, y égale input entre deux nombres séparés par un espace point split, x égale int x, y égale int y. On peut combiner input avec fstring pour plus de clarté. Nom égale input, entrez votre nom. Print if bonjour, non. Donc ainsi input est très pratique pour rendre vos programmes interactifs avec l'utilisateur. Passons à l'expression arithmétique. En Python, on peut effectuer plusieurs opérations mathématiques de base grâce aux opérateurs arithmétiques. L'addition, elle permet d'additionner des valeurs. Exemple, x égale 5 plus 3. Si on fait print x, donc le résultat sera 8. La soustraction, elle permet de soustraire une valeur d'une autre. Exemple, x égale 5 moins 3, qui est le résultat 2. La multiplication, elle permet de multiplier des valeurs. Exemple, x égale 5 fois 3, qui est de résultat 15. La division, elle permet de diviser une valeur par une autre et donne un résultat décimal. Si on fait x égale 7 divisé par 2, le résultat sera 3,5. Par contre, si on fait la division entière, elle donne seulement la partie entière du résultat. Si on fait x égale 7 division entière par 2, le résultat sera 3. Le reste de la division entière, elle permet d'obtenir le reste après la division. Si on fait 7 reste de la division entière par 2, le résultat sera 1. Pour la puissance en Python, elle permet d'élever un nombre à une puissance en utilisant 2 étoiles. Donc si on fait 2 à la puissance 3, le résultat sera 8. Dans un programme, il est souvent nécessaire de prendre des décisions. La structure conditionnelle permet d'exécuter certaines instructions seulement si une condition est vraie. En d'autres termes, elle sert à contrôler le flux d'exécution d'un programme. En Python, il existe plusieurs types de structures conditionnelles. La structure conditionnelle simple, un seul choix. Cette structure permet d'exécuter un bloc d'instructions seulement si la condition est vraie. Si la condition est fausse, le programme passe simplement à la suite. De syntaxe, if condition 2 points, instruction 1, instruction 2. Dans cette structure conditionnelle simple, vous utilisez if, vous écrivez la condition que vous voulez tester, puis vous indiquez les instructions à exécuter si cette condition est vraie. En Python, il faut toujours mettre les 2 points après la condition et un espace d'indentation, par défaut 4 espaces pour écrire les instructions. Si on ne respecte pas cette règle, Python renvoie une erreur. Structure alternative de choix, elle permet de choisir entre deux blocs d'instructions. Le premier, c'est la condition est vraie, le second, c'est la condition est fausse. Dans une structure alternative, vous écrivez if avec votre première condition, ensuite vous ajoutez else pour indiquer les instructions à exécuter si la condition est fausse. Structure conditionnelle à choix multiples, quand il y a plus de deux possibilités, on utilise elif, c'est l'abréviation de else if. Python teste chaque condition dans l'ordre et exécute le bloc correspondant à la première condition vraie. Le bloc else final est optionnel et s'exécute si toutes les conditions précédentes sont fausses. Donc, dans une structure à choix multiples, vous commencez par if pour la première condition, ensuite vous ajoutez elif pour tester d'autres conditions et enfin else pour gérer tous les autres cas possibles. Structure conditionnelle imbriquée, il est possible de mettre une structure conditionnelle à l'intérieur d'une autre. Cela permet de tester des conditions qui dépendent d'autres conditions. On peut lire une structure imbriquée de cette façon. D'abord, Python vérifie si la première condition est vraie. Si oui, alors elle regarde la deuxième condition. Si elle est vraie, elle exécute son bloc d'instructions. Si elle est fausse, elle exécute le else lié à cette deuxième condition. Sinon, si la première condition est fausse, Python passe directement au else du premier test et exécute les instructions correspondantes. L'opérateur ternaire permet de simplifier l'écriture d'une structure conditionnelle simple. Au lieu d'écrire une condition complète avec if et else, on peut écrire toutes sur une seule ligne. De syntaxe, valeur si vrai, if condition, else valeur c'est faux.
Par exemple, si on veut vérifier si un nombre est positif ou négatif, avec la structure conditionnelle simple, on teste d'abord si x supérieur ou égal à 0. Si la condition est vraie, on affecte positif à résultat, sinon on affecte négatif à résultat. Ensuite, on affiche le résultat. Avec l'opérateur ternaire, positif, c'est la valeur qui sera choisie si la condition est vraie. Fx supérieur ou égal à 0, c'est la condition que Python teste. Else, négatif, c'est la valeur choisie si la condition est fausse. On obtient exactement le même résultat qu'avec la structure conditionnelle classique, mais en une seule ligne, ce qui rend le code plus court et plus lisible pour des conditions simples. Dans un programme, on a souvent besoin de répéter certaines instructions plusieurs fois. Ces structures répétitives s'appellent les boucles. Une boucle permet d'exécuter un bloc d'instructions plusieurs fois sans avoir à les écrire plusieurs fois. On ne les a pas utilisées avec les structures conditionnelles car leur objectif est différent. Les conditions testent si on fait ou non une instruction, alors que les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions. On commence par la boucle for, permet de répéter un bloc d'instructions pour chaque élément d'une séquence, de syntaxe, for variable in séquence, instruction 1, instruction 2, etc. Donc la variable représente chaque élément à la séquence à chaque itération. La séquence, c'est une suite de valeurs à parcourir, par exemple une liste ou une fonction range. Attention, les instructions doivent être indentées après les deux points. Exemple, ici, la variable i prend successivement les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. À chaque itération, Python exécute le bloc print i. Range n, quand on écrit range n, Python génère automatiquement tous les nombres entiers à partir de 0 jusqu'à n-1. 0, c'est le point de départ par défaut. n-1, c'est le dernier nombre généré. Exemple, si on écrit for i in range 5, print i, Python commence par i égale 0 et affiche 0. Ensuite, i égale 1 affiche 1. Ensuite, i égale 2 affiche 2. I égale 3 affiche 3. I égale 4 affiche 4. Quand i égale 5, Python s'arrête car 5 n'est pas inclus. Alors le résultat affiché sera 0, 1, 2, 3 et 4. Deuxièmement, range n, m. Ici, on précise le point de départ n et le point de fin m qui est non inclus. Python génère tous les nombres entiers de n jusqu'à m-1. Si on écrit for i in range de 6, print i, Python commence par i égale 2, affiche 2. I égale 3, affiche 3. I égale 4, affiche 4. I égale 5, affiche 5. Quand i égale 6, Python s'arrête car 6 n'est pas inclus et le résultat affiché sera 2, 3, 4 et 5. Troisièmement, range n, m, t. Ici, on précise le point de départ n, le point de fin m non inclus et le pas t, la valeur d'incrément entre chaque nombre. T égale combien on ajoute à chaque étape. On peut utiliser un pas positif ou négatif. Si on écrit for i in range 1, 10, 2, print i, on commence à i égale 1, on affiche 1. On ajoute 2, i égale 3, affiche 3, ajoute 2, i égale 5, affiche 5, ajoute 2, i égale 7, affiche 7, ajoute 2, i égale 9, affiche 9, ajoute 2, i égale 11, dépasse 10, boucle s'arrête. Donc le résultat affiché sera 1, 3, 5, 7 et 9. Ici, il existe une remarque, si t est négatif, on peut générer une suite décroissante. Boucle for imbriquée. Une boucle imbriquée, c'est une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. La boucle externe se répète un certain nombre de fois. Pour chaque itération de la boucle externe, la boucle interne se répète entièrement. De syntaxe, for i in séquence 1, for j in séquence 2, instruction 1, ainsi de suite. Donc le i, c'est la variable de la boucle externe, le j, c'est la variable de la boucle interne. Les instructions de la boucle interne sont indentées à l'intérieur de la boucle externe. Par exemple, si on veut juste afficher une petite grille de lettres et de chiffres, for i in range 1, 3, c'est la boucle externe. For j in range 1, 3, c'est la boucle interne, print ij. La boucle externe commence par i égale 1. Pour i égale 1, la boucle interne se répète.
Donc, si g égale 1, on affiche 1, 1. Si g égale 2, on affiche 1, 2. Ensuite, la boucle externe continue, i égale 2. Pour i égale 2, la boucle interne se répète à nouveau. Si g égale 1, on affiche 2, 1. Si g égale 2, on affiche 2, 2. Et le résultat affiché sera 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Il existe des points importants. La boucle interne se répète complètement pour chaque valeur de la boucle externe. Même avec seulement 2 itérations pour chaque boucle, on voit bien le principe de répétition imbriquée. On peut ensuite remplacer les nombres par des lettres ou symboles pour créer des motifs simples. On passe à la boucle while qui permet de répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. C'est une structure répétitive conditionnelle. La boucle continue tant que la condition reste vraie et s'arrête dès que la condition devient fausse. De syntaxe, while condition, deux points, instruction 1, instruction 2, etc. La condition, c'est une expression qui est soit vrai, soit faux. Les instructions doivent être indentées après les deux points. Donc, si on fait x égale 0, while x inférieur strictement à 3, print x plus égale 1. Donc, ici, x égale 0, condition x inférieure à 3, strictement, est vraie, elle affiche 0 et incrémente x, me donne x égale 1. X égale 1, c'est la condition vraie, il affiche 1 et x égale 2. Si x égale 2, condition vraie, elle affiche 2 et x égale 3. Si x égale 3, condition fausse et la boucle s'arrête. Cela nous permet d'afficher le résultat 0, 1, 2. La structure répétitive break. On passe à la structure répétitive break. La structure répétitive break est une commande spéciale qu'on utilise dans une boucle. Son rôle est d'arrêter complètement la boucle immédiatement, même si la condition de la boucle est encore vraie. En d'autres mots, dès que le programme lit break, il sort directement de la boucle et passe à la suite du code. Exemple 1, sans break, on trouve x égale 0, while x inférieur strictement à 5, print x plus égale 1. Ici, on a une boucle while, elle démarre avec x égale 0, et tant que x inférieur strictement à 5, elle va afficher la valeur de x, puis l'incrémenter de 1, donc l'affichage sera 0, 1, 2, 3, 4. Puis la boucle s'arrête parce que x est devenu égal à 5. C'est le comportement normal d'une boucle. L'exemple 2 avec break, x égale 0, while x inférieur à 5, if x égale 3, break, print x plus égale 1. Ici, on a ajouté une condition if x égale 3. Quand x égale 0, la condition n'est pas vraie, on affiche 0. Quand x égale 1, pareil, on affiche 1. Quand x égale 2, pareil, on affiche 2. Quand x égale 3, la condition devient vraie, le programme rencontre break. Et là, on arrête la boucle immédiatement sans même afficher le 3. L'affichage devient donc 0, 1, 2. Donc, sans break, la boucle suit son cours normal jusqu'à la fin de la condition. Avec break, on peut décider de couper la boucle quand on veut, même si la condition est encore vraie. Pour la structure répétitive continue, elle a un rôle différent. Elle ne casse pas la boucle. Son rôle est de dire au programme ignore ce qu'il reste dans cette itération et passe directement à la suivante. Donc, contrairement à break qui arrête la boucle continue, saute seulement une étape et continue avec la suite. Donc, exemple 1 sans continue. Ici, la boucle est simple. X commence à 0. À chaque tour, on ajoute 1, puis on affiche la valeur. Donc, le résultat sera 1, 2, 3, 4, 5. Avec continue, quand x égale 1, condition x égale 3, non, on affiche 1. Quand x égale 2, condition fausse, on affiche 2. Quand x égale 3, condition vraie, le programme exécute continue et là, attention, elle saute directement à la prochaine itération de la boucle sans faire le print. Donc le 3 n'est pas affiché. Quand x égale 4, la condition fausse, on affiche 4. Quand x égale 5, condition fausse, on affiche 5. Donc le résultat affiché, 1, 2, 4 et 5. Sans continue, toutes les valeurs s'affichent normalement. Avec continue, la valeur où la condition est vraie est sautée, donc ignorée. Alors break stoppe la boucle entière immédiatement, mais continue ignore une seule étape qui continue la boucle. En programmation, une fonction est comme une petite machine ou une recette. Tu lui donnes parfois des ingrédients, arguments, elle fait des étapes, instructions
Elle te donne soit un résultat retour, soit juste une action comme afficher un texte. Les fonctions servent à éviter de répéter le même code plusieurs fois et à rendre un programme plus clair, plus organisé. Si chaque matin tu fais du thé, tu peux écrire une fonction qui explique comment préparer du thé, mettre l'eau, ajouter le thé, le sucre, etc. Chaque fois que tu veux du thé, tu n'as pas besoin de réexpliquer tout, tu appelles juste la fonction préparer thé. Syntaxe générale d'une fonction. On écrit def, c'est le mot-clé pour définir une fonction. Le nom fonction, c'est le nom que tu choisis pour ta fonction. Argument 1, argument 2, etc. Ce sont les données que tu donnes à la fonction, parfois vide. Return permet de renvoyer un résultat et parfois absent. Différents cas de fonctions. Le premier cas, pas de retour et pas d'argument. La fonction exécute seulement une action comme afficher un message, comme diff bonjour, print bonjour. Donc ici, la fonction ne prend aucun argument et ne renvoie aucun résultat et se contente d'afficher bonjour. Le deuxième cas, c'est pas de retour mais avec argument. La fonction reçoit des données mais ne renvoie rien, elle fait seulement une action. Donc ici, on donne un argument, c'est le nom. La fonction affiche un message personnalisé, pas de retour, seulement une action. Troisième cas, avec retour et pas d'argument, la fonction fait un calcul interne et renvoie un résultat. Ici, pas d'argument, mais la fonction retourne un résultat. Quand on l'appelle, elle renvoie 15 qu'on peut stocker dans une variable ou afficher. Le quatrième cas, avec retour et avec argument, ici, on envoie deux arguments 5 et 3. La fonction les additionne et renvoie 8. On récupère ce résultat dans X. Pour l'appel d'une fonction, il y a plusieurs façons d'appeler une fonction. Son argument, exemple, bonjour, et le vide entre les deux parenthèses. Avec argument, comme bonjour, le nom, Ali, la somme de 7. En stockant le résultat dans une variable, comme x égale somme 4, 6 et print x. Directement dans print somme 10, 20. Jusqu'à maintenant, nous avons appris les structures conditionnelles pour prendre des décisions, les boucles for, while pour répéter des instructions, les fonctions pour organiser et réutiliser du code. Mais il nous manque encore une chose essentielle, comment organiser et stocker les données dans un programme. C'est pour cela qu'on a inventé les structures des données. Une structure de données est une manière d'organiser, de stocker et de manipuler les informations dans un programme afin de les utiliser facilement et efficacement. Pourquoi inventer les structures de données? Pour éviter le désordre. Imagine que tu veux stocker les notes de 100 élèves, ce serait très compliqué sans une structure adaptée. Pour faciliter la recherche, l'ajout, la suppression d'informations, parce que chaque problème a une structure de données qui lui correspond le mieux. Parmi les structures que nous allons étudier, les listes, les tables, ensemble, dictionnaire, matrice ou bien tableau 2D, fil et pile. Une liste, c'est un ensemble ordonné d'éléments où chaque élément peut être de n'importe quel type, nombre, texte, objet, etc. et peut être accédé par sa position dans la liste. Imaginez une liste comme une file de personnes. Chaque personne a sa place précise dans la file. On peut toujours savoir qui est à la première place, qui est à la deuxième et ainsi de suite. Dans une liste, on peut aussi ajouter ou enlever des éléments ou même regarder ce qu'il y a à une position précise. Parmi les caractéristiques d'une liste, les éléments sont ordonnés. L'ordre quand une liste AB n'est pas la même que BA. Les éléments peuvent être de types différents. Vous pouvez mettre un nombre, un mot et même une autre liste ensemble. Les éléments sont accessibles par indice, c'est-à-dire position. C'est comme un numéro d'emplacement dans une file. On peut aller directement à la position voulue. La taille de la liste peut changer, ajout ou suppression d'éléments. Contrairement à un tableau fixe, on peut ajouter ou enlever des éléments sans problème. Les éléments peuvent se répéter. La liste accepte que le même élément apparaisse plusieurs fois. En résumé, une liste est très flexible et pratique pour organiser des données.
Pour le syntaxe de déclaration d'une liste, on peut écrire le nom de la liste, c'est le nom que vous donnez à votre liste. Les éléments sont placés entre crochets et séparés par virgule. Donc c'est simple, on choisit un nom pour la liste, on met le signe égal et on écrit tous les éléments entre crochets. Les éléments peuvent être des nombres, des mots ou même d'autres listes. C'est comme préparer un panier et y mettre ce que vous voulez dedans. Exemple, la première liste, note, contient uniquement des nombres. La deuxième, fruit, contient seulement des mots. La troisième, mélange des nombres, des mots, un nombre à virgule et même un booléen. Et enfin, vide ne contient aucun élément pour le moment, mais on pourra lui en ajouter plus tard. Cela montre la flexibilité des listes. Ils peuvent contenir tout ce qu'on veut et changer à tout moment. Pour accéder aux éléments, on utilise le syntaxe suivant. Le nom de la liste égale l'indice. Donc l'indice commence à 0 pour le premier élément. On peut aussi utiliser des indices négatifs pour accéder aux éléments depuis la fin. Moins 1 pour le dernier, moins 2 pour l'avant-dernier, etc. Par exemple, regardons notre liste fruits qui contient l'élément 1, pomme, l'élément 2, banane, l'élément 3, cerise. Avec l'indexage positif, on commence à compter depuis le premier élément. 0 pour pomme, 1 pour banane, 2 pour cerise. Avec l'indexage négatif, on commence depuis la fin, moins 1 pour le dernier élément cerise, moins 2 pour banane, moins 3 pour pomme. Cela nous permet de récupérer facilement n'importe quel élément, que ce soit depuis le début ou depuis la fin de la liste. Donc pour l'indexage positif, pour afficher pomme, écrivez print fruit entre les deux crochets, l'indice 0. Pour afficher banane, on peut utiliser l'instruction print fruit, l'indice 1 entre les deux crochets. Et pour l'indexage négatif, pour afficher cerise, on met print fruit entre les deux crochets, l'indice moins 1. Pour afficher banane, on met l'instruction print fruit moins 2 entre les deux crochets. La manipulation d'une liste consiste à modifier, organiser ou interroger les éléments d'une liste. Cela inclut ajouter des éléments, les supprimer, les chercher, les trier ou les inverser. Dans la suite, nous allons voir chaque fonction en détail avec des exemples concrets pour comprendre comment les utiliser facilement dans nos programmes. Dans cette section, nous allons travailler directement avec des exemples pratiques pour chaque fonction de liste. Voici comment ça va se passer. D'abord, je veux montrer une liste de départ, par exemple, nombre égal, entre les deux crochets, 1, 2, 3. Ensuite, j'applique une fonction comme append, insert ou extend et je veux montrer exactement ce que cela fait à la liste. Enfin, on regarde le résultat final après avoir utilisé la fonction. Cela vous permettra de comprendre rapidement chaque fonction en voyant concrètement comment elle change la liste. La première fonction qu'on va voir est append. Cette fonction sert à ajouter un élément à la fin de la liste. Par exemple, si j'ai une liste qui contient 1, 2, 3 et que j'écris nombre.append 5. Alors le nombre 5 va être ajouté à la fin et ma liste devient 1, 2, 3, 5. C'est comme si on mettait un nouvel objet dans une boîte déjà remplie. On ne touche pas aux éléments qui étaient déjà là, mais on rajoute seulement à la fin. Ensuite, on a la fonction insert. Elle est un peu différente car elle ne met pas l'élément à la fin, mais à la position qu'on choisit. Par exemple, si j'ai toujours la même liste 1, 2, 3 et que j'écris nombre.insert 1, 27, le nombre 27 va être placé à l'indice 1, c'est-à-dire juste après le premier élément et le résultat devient 1, 27, 2, 3. Donc insert, c'est comme si on décidait d'ouvrir la liste au milieu et de glisser une nouvelle valeur. La troisième fonction est extend. Cette fois-ci, au lieu d'ajouter un seul élément, on peut ajouter plusieurs éléments qui viennent d'un autre itérable. Comme une liste, par exemple, si j'ai nombre égal 1, 2, 3 et que je fais nombre.extend, l'itérable 6, 7. Alors Python ajoute 6 et 7 à la suite. La liste devient 1, 2, 3, 6, 7. C'est pratique quand on veut combiner deux listes ou ajouter un ensemble de valeurs d'un coup. Après cela, on trouve remove. Cette fonction supprime un élément précis de la liste, mais attention, seulement la première fois qu'il apparaît. Par exemple,
Lorsque je fais nombre.remove2, le nombre 2 disparaît et il reste 1, 3. C'est comme si on retirait un objet bien précis d'une boîte. La fonction pop est proche de remove, mais elle supprime selon une position donnée et retourne la valeur supprimée. Si j'écris nombre.pop 0 sur 1, 2, 3, alors l'élément à l'indice 0, c'est-à-dire 1, sera retiré de la liste. On obtient donc 2, 3 et en plus Python garde en mémoire la valeur supprimée ici, x égale 1. Cela peut servir si on a besoin d'utiliser l'élément après l'avoir retiré. Avec la fonction clear, les choses sont simples, elle vide complètement la liste. Lorsque je fais nombre.clear, les deux crochets sont vides, le résultat est une liste vide. C'est comme si on avait effacé tout ce qu'il y avait dans la boîte d'un coup. Vient ensuite la fonction index. Elle permet de savoir à quelle position se trouve un élément. Par exemple, si je fais nombre.index 3, le résultat est 2, car l'élément 3 se trouve à l'indice 2. C'est une manière de demander à Python où est placé cet élément dans la liste. La fonction count sert à compter combien de fois un élément apparaît dans la liste. Par exemple, si je fais nombre.count 3, Python me répond 1 parce que le nombre 3 apparaît une seule fois. Si le même élément était répété, count nous donnerait le nombre exact d'occurrence. Avec reverse, on inverse l'ordre de la liste. Par exemple, avec la liste 1, 2, 3, on fait nombre.reverse, il devient 3, 2, 1. C'est comme si on retournait toute la liste en arrière. La fonction sort est utilisée pour trier les éléments par défaut. Elle les met en ordre croissant. Par exemple, si j'ai 3, 1, 2 et que je fais nombre.sort, le résultat sera 1, 2, 3. Enfin, si je veux trier, mais dans l'ordre décroissant, j'utilise sort reverse égale true. Avec la liste 3, 1, 2, le résultat sera 3, 2, 1. C'est le même tri, mais inversé. Maintenant, il est important de bien comprendre la différence entre append et extend parce que beaucoup d'élèves confondent ces deux fonctions. Imaginons que j'ai une liste qui contient les nombres 10, 20. Si j'utilise la fonction append, par exemple list.append, l'itération 30, 40, alors Python va ajouter l'élément que j'ai donné, mais attention, il va l'ajouter comme un seul bloc. Ça veut dire que dans ma liste, je vais trouver 10, 20 et l'itérable 30, 40. On remarque ici que 30 et 40 ne sont pas ajoutés séparément, mais ensemble sous forme de sous-liste, comme si on avait mis une petite boîte dans la grande boîte. Donc append prend ce qu'on lui donne et le place à la fin tel quel sans le décomposer. Par contre, si j'utilise extend comme dans list.extend littérable 30, 40, alors là, Python va parcourir la liste qu'on lui donne et ajouter chaque élément séparément. Le résultat devient 10, 20, 30, 40. Cette fois-ci, 30 et 40 ont été intégrés directement dans la liste principale. On n'a pas une seule liste, mais bien une seule liste contenue avec tous les éléments. En plus des fonctions qu'on a déjà vues pour manipuler les listes, Python nous offre aussi d'autres fonctions très utiles qui ne sont pas directement attachées à la liste mais qui peuvent travailler dessus. La première, c'est len. Cette fonction sert à connaître la longueur d'une liste, c'est-à-dire combien d'éléments elle contient. Par exemple, si j'ai la liste 10, 20, 30, 40 et que j'écris len list, le résultat sera 4. Parce qu'il y a exactement 4 éléments à l'intérieur, c'est comme si on comptait combien d'objets il y a dans une boîte. Ensuite, on a sum. Cette fonction fait la somme de tous les éléments numériques de la liste. Par exemple, si je fais sum list, Python va additionner 10 plus 20 plus 30 plus 40 et le résultat sera 100. C'est très pratique quand on veut calculer rapidement le total d'une série de nombres. La fonction max permet de trouver le plus grand élément d'une liste. Si je reprends la même liste et que j'écris max list, le résultat sera 40 parce que c'est la valeur la plus élevée. De la même manière, la fonction min permet de trouver le plus petit élément. Avec la même liste, min list va donner 10 car c'est le plus petit nombre dans cette série. Enfin, il y a la fonction sorted.
Contrairement à sort que nous avons vu précédemment qui modifiait directement la liste, sorted retourne une nouvelle liste triée sans changer l'original. Par exemple, si j'écris sorted list, Python va me donner une nouvelle liste 10, 20, 30, 40. Maintenant, après avoir étudié les fonctions les plus importantes des listes, passons aux opérations qu'on peut faire directement sur elles. Parmi les opérations les plus simples, mais aussi les plus utiles, on trouve la concaténation et la répétition. La concaténation, c'est tout simplement l'action de coller deux listes ensemble. Imaginons que j'ai une première liste que j'appelle X qui contient A, B, C et une deuxième liste que j'appelle Y qui contient D, E. Si j'écris en Python S égale X plus Y, alors Python va mettre les éléments de la première liste, puis ceux de la deuxième, et créer une nouvelle liste qui devient A, B, C, D, E. Donc l'opérateur plus appliqué aux listes ne fait pas une addition au sens mathématique, mais une concaténation, c'est-à-dire une réunion des deux listes en une seule. C'est exactement comme si on avait deux rangées d'objets et qu'on les plaçait bout à bout pour n'en former qu'une seule rangée plus longue. La deuxième opération est la répétition et se fait avec l'opérateur de multiplication. Par exemple, si je prends de même la liste X qui contient ABC et Y qui contient DE et que j'écris Z égale X fois 2, Python va répéter les éléments de la liste deux fois de suite. Donc, nous donne le résultat ABC, ABC. Ici, la liste X est simplement dupliquée et on obtient une nouvelle liste qui contient la séquence de départ répétée. C'est comme si on avait photocopié notre liste et qu'on avait mis la copie directement à la suite de l'original. Le slicing en français, on peut l'appeler découpage, est une opération qui permet de récupérer une partie d'une liste sans avoir besoin de parcourir élément par élément. On utilise une syntaxe simple avec des deux points début, deux points fin, deux points bas. La position début indique où on commence le découpage, la position fin indique où on s'arrête, mais attention, l'élément d'indice fin n'est pas inclus. Et enfin, le pad indique comment on avance, soit pas 1, pas 2, etc. J'ai une liste 10, 20, 30, 40, 50. Quand j'écris nombre entre les deux crochets 1, 2.4, ça veut dire commence à l'indice 1, c'est-à-dire le deuxième élément, donc 20, et arrête-toi avant l'indice 4, donc tu ne prends pas 50. Le résultat est 20, 30, 40. Si je laisse vide le début, Python commence par défaut à l'indice 0. Donc, nombre entre les deux crochets 2.3 veut dire prendre du début jusqu'à l'indice 3 exclu. Résultat 10, 20, 30. Pour nombre entre les deux crochets 2.2.2, cela veut dire qu'on commence de début de la liste à la fin de la liste, mais avec le pas 2. Donc le résultat, c'est 10, 30 et 50. Avec les indices négatifs, Python compte depuis la fin, donc -1 c'est le dernier élément, -2 c'est l'avant-dernier, etc. Donc avec nombre -3, 2 points veut dire commence 3 avant la fin et va jusqu'au bout. Le résultat c'est 30, 40, 50. Donc ici nous utilisons la syntaxe entre les deux crochets début de point fin de point pas, mais avec un pas négatif. Quand on écrit print nombre de points -1, cela veut dire ne donne pas de valeur pour le début. Python commence donc à la fin de la liste, ne donne pas non plus de valeur pour la fin. Python va jusqu'à début de la liste et le pas est -1, cela signifie qu'on avance en sens inverse un élément à la fois vers la gauche. Donc Python commence par le dernier élément 50, puis recule d'un pas 40, ensuite 30, puis 20 et enfin 10. C'est comme si on parcourait la liste à l'inverse. Le résultat est donc 50, 40, 30, 20, 10. C'est une technique très utile car c'est la manière la plus rapide et la plus simple pour inverser une liste en Python sans utiliser de boucle et sans fonction spéciale.
Le tuple, qu'on peut rappeler aussi tableau immuable, est une structure très proche d'une liste, mais avec une différence importante. Une fois qu'on a créé un tuple, on ne peut plus modifier ses éléments. Les valeurs sont fixées, ce qui le rend utile lorsqu'on veut protéger les données contre les changements. Ensuite, il y a l'ensemble ou bien set en anglais. C'est une collection qui ne garde que les éléments uniques. Si on ajoute deux fois la même valeur, Python ne la garde qu'une seule fois. En plus, l'ordre des éléments n'est pas garanti. Et enfin, le dictionnaire qui est une structure très puissante car elle permet de stocker des informations sous forme de paires clés-valeurs. Au lieu d'accéder par position comme une liste, on accède directement par la clé. C'est très pratique pour organiser des données comme un carnet d'adresses où chaque nom est associé à un numéro ou une carte où chaque clé pointe vers une information précise. Pour déclarer un tuple, on utilise des parenthèses rondes. Exemple, t égale 1, 2, 3. Pour créer un ensemble, on utilise des accolades et Python s'occupe automatiquement de retirer les doublons. Pour un dictionnaire, on écrit chaque clé suivie de deux points, puis sa valeur. Par exemple, nom, Ali ou âge, 20. Dans un tuple, on accède aux éléments par indice, comme une liste T entre les deux crochets 0 dans le premier élément. Un ensemble ne fonctionne pas avec les indices, on ne peut pas écrire S entre les deux crochets 0, mais on peut tester si un élément existe avec l'opérateur IN, exemple de INS. Pour un dictionnaire, on accède à la valeur en écrivant la clé entre crochets, exemple D le nom entre les deux crochets. Cela nous permet de retourner Ali comme résultat. Parmi les fonctions principales dans le tuple, la fonction len appliquée à un tuple permet de connaître le nombre total d'éléments qu'il contient. Par exemple, si t égale 1, 2, 3, 4, 5, alors len t dans 5, c'est très utile car on veut savoir la taille d'un tuple sans avoir à compter manuellement les éléments. Max_t, la fonction max retourne la plus grande valeur présente dans le tuple. Donc, par exemple, max_t dans 5, c'est pratique lorsqu'on cherche la valeur maximale rapidement, surtout si le tuple contient beaucoup de données. De même, min_t, la fonction min est l'opposé de max, elle retourne la plus petite valeur de tuple. Si on prend le même exemple, min_t retourne 1, cela permet de savoir directement la valeur minimale sans parcourir tout le tuple. Sum_t, la fonction sum calcule la somme de tous les éléments numériques de tuple, donc sum_t retourne 15. C'est très pratique pour faire des calculs rapides sur des données stockées dans un tuple. T.index 3, la méthode index permet de trouver l'indice de la première occurrence d'un élément. T.count 2, la méthode count retourne le nombre de fois qu'un élément apparaît dans le tuple. Exemple, si on fait T.count 2, il donne 1, car 2 apparaît une seule fois dans le tuple. De même, la fonction len et max, sum, min s'applique à l'ensemble. On peut ajouter aussi s.add. La méthode add ajoute un élément à l'ensemble. Si on ajoute un élément déjà existant, rien ne change car un ensemble ne garde pas les doublons. S.remove, la méthode remove supprime un élément de l'ensemble. S.discard, la méthode discard est comme remove, mais la différence est que si l'élément n'existe pas, Python ne fait rien et n'affiche pas d'erreur. S.pop, la méthode pop supprime un élément au hasard dans l'ensemble car l'ordre n'est pas garanti. S.clear, la méthode clear vide complètement l'ensemble. Après S.clear, l'ensemble devient juste les accolades. S.copy, la méthode copy crée une copie de l'ensemble indépendante de l'original. S.union, la méthode union combine deux ensembles en réunissant leurs éléments uniques. S.intersection, la méthode intersection retourne seulement les éléments communs aux deux ensembles. S.différence, la méthode différence retourne les éléments présents dans le premier ensemble mais pas dans le second. S.symétrique différence, elle retourne les éléments qui sont dans l'un ou dans l'autre mais pas dans les deux. Dans le dictionnaire, on a T.case, elle permet de retourner toutes les clés.
D.value, elle permet de retourner toutes les valeurs. D.items, elle permet de retourner toutes les paires clés-valeurs. D.get, âge, elle permet de retourner la valeur associée à âge. D entre crochets clés, comme D nom, elle permet d'accéder directement par clé. D entre deux crochets âge égale 21, elle permet de modifier la valeur d'une clé. D.update, elle permet de mise à jour ou bien ajouter. D.pop, elle permet de supprimer une clé spécifique. D.pop item, elle permet de supprimer la dernière paire ajoutée. D.clear, elle permet de vider le dictionnaire. D.copy, elle permet de copier le dictionnaire. La pile, qu'on appelle aussi stack en anglais, fonctionne selon le principe LIFO, last in, first out, c'est-à-dire que le dernier élément que l'on ajoute sera le premier à être retiré. On peut imaginer cela avec une pile d'assiettes. On pose les assiettes les unes sur les autres et quand on veut prendre une assiette, on prend toujours celle du sommet, celle qui a été posée en dernier. Cette image permet de comprendre pourquoi on appelle cela LIFO. La pile est très pratique pour gérer un historique comme quand on utilise la fonction retour arrière dans un navigateur, la dernière action effectuée est la première à être annulée. La file ou queue fonctionne selon le principe FIFO, first in, first out, ce qui signifie que le premier élément ajouté sera le premier à sortir. On peut imaginer une file d'attente dans une agence ou une caisse. La première personne à entrer dans la file est la première à être servie et la suivante attend son tour. C'est une manière simple et intuitive de comprendre le fonctionnement de la file. La file est utile pour gérer les processus ordonnés comme les tâches dans une imprimante. Le premier document envoyé sera le premier imprimé. Pour créer une pile en Python, on utilise généralement une liste vide, puis on ajoute des éléments avec append et on retire le dernier élément ajouté avec pop. Par exemple, pile égale les deux crochets sont vides, pile.append 10, ajoute 10 au sommet, pile.append 20, ajoute 20 au sommet, print pile.pop, retire le dernier ajouté qui est 20. Dans cet exemple, on voit que le 20 est retiré en premier car il est au sommet de la pile, respectant le principe LIFO. Pour créer une file FIFO, il est recommandé d'utiliser DEC du module collection car cela permet de retirer facilement le premier élément ajouté avec poplift. From collections, import DEC, file égale DEC 10, 20 entre les deux crochets, file.append 30, elle permet d'ajouter 30 à la fin de la liste, à la fin de la file. File.append, file.popleft, elle permet de retirer le premier ajouté qui est 30. Ici, le 30 est retiré en premier car il est le premier à être entré dans la file respectant le principe FIFO. Pour la pile, les fonctions principales sont append pour ajouter un élément au sommet de la pile, c'est-à-dire à la fin de la liste. Pop retire le dernier élément ajouté, le sommet de la pile et retourne sa valeur. Pour la file FIFO, les fonctions principales sont append, ajoute un élément à la fin de la file comme une personne qui se met à la fin de la queue. Popleft retire le premier élément entré, c'est-à-dire celui qui est au début de la file. Ces fonctions s'effusent pour manipuler les piles et les fils. Contrairement aux listes, on ne peut pas accéder directement à un élément par son indice, ni utiliser le slicing, le reverse ou d'autres opérations classiques de liste. Si on essaie, on rentre le principe fondamental de LIFO ou FIFO car l'ordre imposé par ces structures serait violé. Par exemple, pile entre les deux crochets 0 ou fil entre les deux crochets 1 n'a pas de sens. La pile impose que le dernier entré soit le premier sorti et la file impose que le premier entré soit le premier sorti. On ne traite donc jamais une pile ou une file comme une liste ordinaire. L'ordre des éléments est strictement contrôlé par la logique LIFO ou FIFO. Donc, la pile est idéale pour gérer l'historique, revenir en arrière dans un navigateur, annuler des actions dans un logiciel ou gérer les appels récursifs dans un programme. La file est idéale pour gérer une file d'attente, les tâches dans une imprimante, les clients dans une banque ou n'importe quel système où l'ordre d'arrivée doit être respecté.
Nous avons maintenant arrivé à une structure de données très importante, la matrice qu'on appelle aussi tableau de D. Une matrice, c'est comme un tableau de nombres organisés en lignes et en colonnes. On peut l'imaginer comme une feuille Excel. Chaque case correspond à une valeur, chaque ligne représente une série et chaque colonne représente une autre dimension. Les matrices sont utilisées partout, que ce soit dans les calculs scientifiques, dans la programmation des images numériques ou encore dans les statistiques et le traitement de données. Alors, comment déclarer une matrice en Python? C'est très simple, on écrit une liste de listes. Par exemple, pour créer une matrice de 2 lignes et 3 colonnes, on écrit matrice égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première ligne contient les valeurs 1, 2 et 3 et la deuxième ligne contient 4, 5 et 6. Une fois que la matrice est créée, il faut savoir comment accéder à ces éléments. Pour cela, on utilise deux indices, le premier pour la ligne et le deuxième pour la colonne. Par exemple, si on écrit print matrice entre les deux crochets 0, 1, Python commence par prendre la première ligne d'indice 0, puis le deuxième élément de cette ligne indice 1. Le résultat affiché sera 2. On peut aussi accéder à une ligne entière. Si on écrit print matrice 0, le programme affiche directement 1, 2, 3, c'est-à-dire toute la première ligne. Parcourir toute une matrice ou un tableau de D pour accéder à chaque élément un par un. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle une double boucle. La première boucle parcourt chaque ligne de la matrice et la deuxième boucle parcourt chaque valeur à l'intérieur de cette ligne. Par exemple, si nous avons une matrice appelée matrice, on écrit for ligne in matrice de points, for valeur in ligne de points, print valeur. Et si la première boucle for ligne in matrice prend chaque ligne de la matrice successivement, chaque ligne est elle-même une liste. Donc, on peut ensuite parcourir cette ligne avec la deuxième boucle for valeur in ligne. À l'intérieur de cette deuxième boucle, on peut afficher chaque valeur avec print valeur ou effectuer n'importe quel calcul comme l'addition de tous les éléments ou la recherche du maximum. Cette méthode est très pratique car elle permet de parcourir tous les éléments de la matrice de manière ordonnée, ligne par ligne et colonne par colonne. Elle est également la base pour appliquer d'autres opérations plus avancées comme le tri de chaque ligne, l'inversion de valeurs ou encore la création de sous-matrices. Nous allons maintenant parler du slicing, qui est une technique très pratique pour sélectionner une partie d'une matrice ou d'un tableau de D. Le slicing permet de prendre certaines lignes, certaines colonnes ou même de créer une sous-matrice à partir de la matrice principale. La syntaxe est simple. Pour les lignes, on écrit entre les crochets début de point fin et pour les colonnes, on utilise une compréhension de liste qui applique la même syntaxe sur chaque ligne. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. On crée une matrice comme suite. Matrice qui est égale, la première ligne 1, 2, 3, la deuxième 4, 6, 7, 8, la troisième 9, 10, 11, 12. Si nous voulons sélectionner uniquement les lignes 0 et 1, et dans ces lignes, les colonnes 1 et 2, nous écrivons sous matrice égale ligne entre les deux crochets 1, 2.3, for ligne in matrice entre les deux crochets 0, 2.2, affiché sous matrice à travers l'instruction print. Le résultat affiché sera 2, 3, 6, 7. Ainsi, nous avons extrait une sous-matrice contenant uniquement les éléments choisis sans modifier la matrice originale. On peut également utiliser le slicing avec pas, ce qui permet de sélectionner les éléments en sautant des colonnes. Par exemple, ligne entre les deux crochets 2.2.2, for ligne in matrice, et on peut afficher après ça cette instruction. Donc ici, 2.2.2 signifie que Python prend un élément sur deux dans chaque ligne. Le résultat sera 1, 3, 5, 7, 9, 11. Cette technique est très utile pour filtrer des colonnes ou créer des sous-matrices régulières. Pour bien manipuler une matrice de D, il est très important de savoir parcourir ces éléments et utiliser les fonctions de base pour ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes. Si l'on veut parcourir la matrice ligne par ligne, c'est très simple, on écrit for ligne in matrice, print ligne.
Python va afficher chaque ligne complète de la matrice, ce qui permet de voir les éléments regroupés par rangée, mais souvent on souhaite parcourir la matrice élément par élément, c'est-à-dire accéder à chaque valeur individuellement. Dans ce cas, on utilise une double boucle for ligne in matrice de points for val in ligne de points print val. Ainsi, chaque élément est traité séparément et on peut l'utiliser pour des calculs ou des filtres. En plus du parcours, il existe des fonctions très utiles pour connaître la taille de la matrice. Par exemple, len matrice permet de calculer le nombre de lignes et len matrice 0 entre les deux crochets permet de connaître le nombre de colonnes si la matrice est régulière. On peut aussi modifier la matrice en ajoutant ou supprimant des lignes et des colonnes. Pour ajouter une colonne, on parcourt chaque ligne avec une boucle for une matrice et on utilise ligne.append 0 pour ajouter un élément à la fin de chaque ligne. Pour ajouter une ligne, il suffit d'écrire matrice.append entre les deux crochets 70, 80, 90 et la nouvelle ligne sera ajoutée à la fin. De la même manière, pour supprimer une ligne, on écrit matrice.pop1 pour enlever la deuxième ligne et pour supprimer une colonne, on parcourt chaque ligne et on utilise ligne.pop0 pour enlever le premier élément de chaque ligne. En plus des opérations de base sur les matrices de D, Python offre également les fonctions intégrées très pratiques pour effectuer des calculs sur les lignes. Par exemple, si vous voulez connaître le plus grand élément d'une ligne, vous pouvez utiliser maxLigne. De même, pour trouver le plus petit élément, on utilise minLigne. Et pour calculer la somme de tous les éléments d'une ligne, on utilise sumLigne. Ces fonctions permettent de récupérer rapidement des informations importantes sur les valeurs contenues dans une ligne de la matrice sans avoir à écrire des boucles compliquées. Ensuite, on peut effectuer des opérations de tri et d'inversion sur chaque ligne. Pour trier les éléments de toutes les lignes, on écrit for ligne in matrice de point ligne.sort. Cette instruction trie chaque ligne dans l'ordre croissant. Pour inverser les éléments d'une ligne, on écrit for ligne in matrice de point ligne.reverse. Ainsi, chaque ligne sera lue à l'inverse. Une autre manipulation intéressante est l'extraction d'une diagonale. La diagonale d'une matrice est l'ensemble des éléments qui vont du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, c'est-à-dire les éléments pour lesquels l'indice de la ligne est égal à l'indice de la colonne. On peut l'extraire avec une compréhension de liste. Pour des manipulations avancées, on peut appliquer des transformations sur tous les éléments de la matrice. Par exemple, pour doubler tous les éléments, on écrit entre les deux crochets, val x 2 for val in ligne, for ligne in matrice. Cette instruction utilise une double compréhension de liste où chaque valeur de chaque ligne est multipliée par 2 et une nouvelle matrice est créée avec les résultats. Et pour extraire une diagonale, on peut utiliser cette ligne de code qui permet de récupérer chaque élément situé sur la diagonale principale. Enfin, parlons d'une opération très utile sur les matrices de D, la conversion ou l'aplatissement. Parfois, il est pratique de transformer une matrice en une liste simple, c'est-à-dire de récupérer tous les éléments sur une seule ligne plutôt que dans plusieurs sous-listes. Pour cela, on utilise une double compréhension de liste. Par exemple, si notre matrice s'appelle matrice qui est égale val for ligne and matrice for val in ligne. Cette instruction parcourt chaque ligne de la matrice puis chaque élément de la ligne et les place tous dans une nouvelle liste à une seule dimension. Le résultat est une liste contenant tous les éléments de la matrice dans l'ordre de lecture ligne par ligne. Cette technique est très pratique pour effectuer des opérations globales comme calculer la somme de tous les éléments, trouver le maximum ou le minimum de la matrice entière ou encore appliquer une transformation à tous les éléments en une seule étape. Grâce à cette méthode, on peut manipuler les matrices de D comme des listes simples quand cela est nécessaire, tout en conservant la possibilité de revenir à une structure à deux dimensions si besoin. Voilà, nous avons terminé cette première vidéo sur les bases de Python. Vous savez maintenant comment déclarer et manipuler les principales structures de données. Merci à tous ceux qui suivent, posent des questions et m'encouragent. Rappelez-vous, cette vidéo est pour les bases. La prochaine sera dédiée aux exercices pratiques pour vous entraîner et appliquer tout ce que vous avez appris. À très vite pour la suite.